Une autre présentation par Jean-René Luçon, cardiopathie congénitale du fœtus à l'adulte. Rêve et réalité. Et puis conclusions éthiques qui ne sont pas des conclusions, mais des réflexions. Je n'ai pas osé le dire. Merci, Monsieur le Président. Vraiment très honoré d'être dans cette assemblée. Je suis maintenant professeur émérite, donc je suis content d'être dans cette assemblée. Monsieur Voisin, je me rappelle bien de vous quand j'étais interne et assistant, où je présentais des problèmes sur les coronaires à l'époque, puisque j'ai un peu dévié après de la cardiologie générale vers la cardiologie pédiatrique et congénitale. Alors quand Jean Ninet m'a demandé de prendre la parole, il m'a dit « trouve un truc percutant ». Alors, oui, faut pas parler que du fœtus. Alors, ça va être un peu n'importe quoi ce que je vais vous raconter. Rêves et réalités, c'est quand même une expérience de 40 ans de cardiopathie congénitale. Et puis, ce ne sera pas des conclusions, mais des réflexions éthiques que je vous apporterai. Eh bien, on va sûrement se croiser un peu, Jean, se croiser pour la transposition des gros vaisseaux, c'est pas mal, parce que j'ai pris comme illustration de ce qu'on a fait pendant 40 ans, André est comme moi, un petit peu plus vieux que moi, mais pas beaucoup, et j'ai pris comme illustration la transposition des gros vaisseaux. Bon, la plus fréquente des cardiopathies cyanogènes hors phallo, 5% des cardiopathies congénitales, les cardiopathies congénitales représentent 8 pour 1000 naissances, comme vous l'a dit Jean tout à l'heure. Je vous fais l'affront de montrer la transposition des gros vaisseaux qui est incompatible avec la vie, qui est bien sûr compatible avec une vie fœtale complètement normale, puisqu'il n'y a pas de problème de distribution, puisque nous sommes en circulation en parallèle pendant notre vie fœtale et qu'à la naissance, on va se transformer d'une circulation en parallèle en une circulation en série. Et à la naissance, la transposition des gros vaisseaux à septum interventriculaire intact est incompatible avec la vie, sauf si il existe des shunts qui sont vicariants. C'est le canal artériel et la communication interauriculaire qui permettent un certain mixing et qui permettent de ne pas mourir d'hypoxémie réfractaire et d'acidose. Eh bien, la première, historiquement, c'est pour ça que je rappelle un peu ce qu'a dit Jean, la première intervention, c'est Blalock-Hanlon en 50, donc qui a déchiré la cloison interauriculaire pour assurer ce mixing. Et puis, historiquement, c'est Senning et Mustard en 57, donc qui répare physiologiquement la transposition des gros vaisseaux, mais pas anatomiquement, puisque le ventricule droit reste sous-aortique et le ventricule gauche sous-pulmonaire. Rashkind est arrivé, étonnamment, le cathétérisme, Jean Benoît, il est arrivé qu'en 63, Rashkind, après donc, et là ça a été un peu une révolution de la prise en charge néonatale de cet enfant, de pouvoir créer cette communication interauriculaire et donc d'assurer un mixing qui bien souvent n'est pas suffisant tout de même, n'était pas suffisant puisque maintenant on ne traite plus comme ça, et il était quand même assez fréquent que le Rashkind dû s'être complété par un Blalock-Hanlon pour arriver à l'âge autour d'1 an ou autour de 10 kg pour avoir une CEC. Jatten, lui, a fait le switch en 1975, mais il y a eu tout un gap entre l'intervention de Jatten et l'application à nos enfants atteints de transposition des gros vaisseaux parce qu'on ne contrôlait pas bien la CEC du tout petit et on proposait du Jatten à des enfants qui avaient déjà baissé leur résistance pulmonaire, qui avaient 3 mois, qui avaient 4 mois, qui avaient baissé leur résistance pulmonaire et donc qui avaient un ventricule gauche sous-pulmonaire qui n'était pas du tout adaptable à travailler face à des résistances systémiques si on lui mettait brutalement l'aorte à la place de l'artère pulmonaire. Et donc il a fallu qu'on contrôle très bien la CEC du tout petit, du nouveau-né, pour pouvoir faire du Jatten néonatal et donc arriver à la différence des 40 ans. Donc en 79, c'est à peu près les années, moi j'ai commencé à m'intéresser aux cardiopathies congénitales en 78-79, où j'étais l'interne d'André Bozio à Lyon. On faisait le diagnostic positif le plus souvent en salle de cathétérisme, même si avec les COTM, on arrivait tout de même à approcher le diagnostic.
On dénudait les saphènes des tout-petits, des nouveau-nés, et c'était un abord assez barbare de dénuder une saphène de tout-petit. On procédait donc à la manœuvre de Rashkind, et l'enfant était donc sur table de cathétérisme, déjà en hypoxémie grave, avec plus ou moins d'acidose. Nous n'avions pas de médicaments pour ouvrir le canal artériel, et on faisait le diagnostic par du liquide de contraste qui acidifiait encore notre nouveau-né, et globalement, la manœuvre de Rashkind néonatale, c'était 10% de décès. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on était souvent obligé de compléter par un Blalock-Alnone pour aller vers ces 8, 10 mois ou 1 an pour aller à l'intervention de Mustard. Et le Blalock-Alnone, c'était globalement aussi 10% de décès. Et puis enfin, le Mustard ou le Senning, après, autour de l'âge d'1 an, 10% de décès. Et suivi des complications fréquentes à moyen et long terme, qui sont essentiellement des complications rythmiques, parce que l'oreillette est tout de même transformée par des patchs, par du péricarde que l'on amène. C'est une oreillette qui est très pathologique. Donc complications rythmiques et complications hémodynamiques, puisque, je vous le rappelle, le ventricule droit reste en position sous-aortique et le ventricule droit, anatomiquement, n'est pas fait pour rester systémique. Et puis, qu'est-ce que c'est en 2019? Mais il y a déjà plusieurs années que c'est comme ça. Le diagnostic est anténatal, l'accouchement est programmé. L'enfant, s'il est hypoxémique majeur, en fonction de la cloison du septum inter-auriculaire, pourra bénéficier des prostaglandines pour réouvrir le canal artériel et faire de façon tout à fait paisible un Rashkind, le plus souvent par voie ombilicale, comme vous le voyez là, et non pas sous rayons X. Jean-Benoît a bien parlé de la nocivité éventuellement des rayons X pour le cathétérisme interventionnel répété, etc. On a, je pense que la série est toujours en cours, Jean-Benoît, pour voir si on n'a pas une incidence de lymphome plus importante chez les adolescents, adultes jeunes, etc. Donc là, c'est en couveuse, sous contrôle échographique, que l'on peut faire ce Rashkind, et qui est suivi d'un switch néonatal entre J5 et J10, pour que les résistances pulmonaires ne soient pas trop basses. Donc, l'exemple de la TGV, diagnostic néonatal en 79, donc le diagnostic était néonatal présumé par la clinique, la paraclinique, l'écho-TM, et on confirmait par cathétérisme et angiographie, Rashkind sur table, Blalock-Alnone, Senning ou Mustard à 1 an, survie 70%, avec les conséquences dont je vous ai parlé. En 2019, vous avez vu la succession de la prise en charge, c'est une survie à plus de 99%. Il restera tout de même à surveiller ces enfants, car s'ils ont une restitution grâce à la chirurgie qui est anatomique et physiologique, il y a tout de même le gros problème, enfin le problème de la surveillance de la réimplantation coronaire et de la fuite aortique qui est de moins en moins fréquente mais qui arrive tout de même, et des sténoses pulmonaires. Eh bien, tout ça, ça s'est fait grâce aux évolutions et aux révolutions dont on a parlé, que les orateurs avant moi ont développé. La CEC du tout petit, après ce qu'on a connu, genre l'hypothermie profonde, qui était très spectaculaire. Moi, quand je suis arrivé à Lyon comme interne et que j'ai vu Gérard Champsor opérer ses petits sous hypothermie profonde, je me disais quand même qu'il ferait peut-être pas, ou si, il ferait peut-être l'ENA assez facilement, enfin je ne sais pas. Mais ça posait quand même quelques questions. Les progrès de la réanimation, essentiels, les progrès de la réanimation pré et post, et surtout post-opératoire, et c'est pour ça que la France s'est organisée pour faire des centres médico-chirurgicaux et surtout chirurgicaux du tout petit, faire peu de centres en France, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Pour la qualité chirurgicale, on ne fait bien que on ne fait très bien que ce que l'on fait très souvent, mais aussi pour des centres de réanimation très spécifiques, d'hémodynamiciens pédiatres très spécifiques, et ce qui fait qu'en France maintenant, nous avons effectivement 2 centres à Paris, un centre à Lyon, un centre à Marseille, Bordeaux, Toulouse, un petit peu j'en oublie, Nantes bien évidemment, et un petit peu Tours aussi. L'imagerie écho-Doppler a tout changé. Elle a tout changé du fœtus à l'adulte, et je vais vous montrer tout à l'heure quelques images du fœtus.
Mais l'imagerie en coupe, comme l'ont montré les orateurs précédents, le scanner, l'IRM. Alors on rêve de l'IRM, Jean-Benoît n'en a pas parlé parce qu'il n'avait pas le temps de tout dire, mais de l'IRM interventionnel. Qui était balbutiante quand j'ai terminé ma carrière, qui balbutie encore un petit peu, mais certaines équipes sont en train tout de même de travailler là-dessus avec des matériaux qui sont spécifiques, qui ne doivent pas être ferromagnétiques, mais une imagerie qui est tout de même de qualité, et je ne sais pas, tu nous diras peut-être Jean-Benoît où ça en est. La miniaturisation du cathétérisme, ça c'est extraordinaire bien évidemment, puisque maintenant on peut fermer un canal artériel à un prématuré de 800 grammes. 800 grammes, moi j'ai vu Claire qui m'a succédé maintenant à Clermont fermer l'autre fois un petit de 810 grammes. Alors il y a beaucoup de monde autour, au gramme il y a beaucoup de monde, parce qu'il faut tout de même un conditionnement très particulier. Mais aucune thoracotomie chez un enfant qui est sur le plan respiratoire très fragile, donc il y a beaucoup d'avantages. Le cathétérisme interventionnel et ses conditions de réalisation, je ne vais pas revenir là-dessus, Jean-Benoît, tu l'as parfaitement développé. Alors on a rêvé parce que la spécialité de cardiologie pédiatrique, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, de temps en temps, après l'avoir vécu pendant de nombreuses décades, on a l'impression d'être de grands adolescents en train de rêver. Et on a rêvé, on a dit mais ça y est, on va faire le diagnostic de toutes les cardiopathies en anténatale et on va pouvoir les opérer en anténatal. J'ai même entendu un chirurgien dire une fois mais quel meilleur CEC qu'un placenta. Ouais. Eh ben, on n'en est encore pas là. On allait corriger de façon totale la plupart des malformations. Le cathétérisme interventionnel va remplacer la chirurgie. Jean-Benoît a très bien fait la part des choses. La circulation de type Fontan, parce qu'elle a été améliorée après Fontan, à qui l'on voit vraiment cette audace d'avoir fait travailler un cœur univentriculaire en envoyant tout le sang veineux dans les artères pulmonaires. Il fallait avoir le courage de le faire. Eh bien, elle a changé certes le pronostic des cardiopathies les plus complexes, donc on va dire tout est opérable. Et puis la combinaison cathétérisme-chirurgie permet la restitution de l'arbre artériel pulmonaire. Jean-Benoît nous a montré ça, où on voit les artères pulmonaires qui grandissent, donc il n'y aura plus de problème d'hypoplasie pulmonaire. Et le pronostic et la qualité de vie des congénitaux s'approchent de la normale, ça c'était des rêves. En fait, bon, j'ai fait une petite aparté sur le cœur univentriculaire, la circulation de type Fontan, mais Jean en a parlé. Mais le concept est extraordinaire parce que vous trouvez ça sur Internet. La circulation de type Fontan, c'était la première en haut à gauche, où il connectait l'oreillette finalement à l'arbre artériel pulmonaire et il s'était entouré, Fontan, de beaucoup de précautions. Il avait mis des valves un petit peu partout pour pas qu'il y ait de reflux dans le système cave. Et puis en fait, on s'est rendu compte que moyennant les 5 commandements ou les 10 commandements de Fontan et Choussat, c'est-à-dire des artères pulmonaires de beau calibre, des résistances pulmonaires basses, on pouvait connecter directement, sans interposition de valve, sans moteur même auriculaire, on pouvait connecter les veines caves directement à l'arbre artériel pulmonaire. Mais les réalités, c'est que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans une proportion non négligeable des cas, les cardiopathies congénitales ne sont pas isolées, mais sont au sein de contextes dysgénétiques, syndromiques, qui malheureusement complexifient leur prise en charge. La correction complète sans séquelles, finalement, c'est rare. C'est rare et ça justifie que les congénitaux opérés, même avec un bon résultat anatomique et physiologique, restent dans le giron d'une surveillance spécialisée. Parce que ça évolue. Vous avez vu qu'à une époque, on disait que la tétralogie de Fallot, quand elle était opérée, moi j'ai appris ça dans les années 80, c'est pas grave la fuite pulmonaire, monsieur Normand nous disait, mais non, c'est pas grave, ils vont bien, etc. Et puis on s'est rendu compte que cette fuite pulmonaire était délétère sur la fonction du ventricule droit. Et maintenant qu'on a des Fallots qui ont 60 ans, 70 ans, avec des insuffisances cardiaques droites, on sait que c'est la fuite pulmonaire qui est délétère, qu'il faut donc surveiller ces enfants par des moyens d'imagerie particuliers dont l'archétype est l'IRM pour pouvoir poser à bon escient l'indication de la valvulation pulmonaire. Oui, alors la circulation de Fontan,
c'est merveilleux, mais c'est tout de même qu'une palliative. Et il y a des pathologies, des complications de la circulation de fond-temps qui sont là aussi connues des cardiologues congénitalistes adultes, avec des problèmes hépatiques, avec des problèmes de fistules intrapulmonaires, etc., etc., et de défaillance du cœur univentriculaire qui peut amener à faire discuter, in fine, la chirurgie cardiaque. L'atrésie pulmonaire à septum ouvert, la croissance des artères pulmonaires, eh bien, je vous assure que ça reste dans les formes graves, une maladie très grave, handicapante, qui va nécessiter des réinterventions en laissant la CIV ouverte, en refaisant des cathétérismes, en stentant les artères pulmonaires, etc. Et c'est pour ça qu'il s'est créé une nouvelle spécialité qui a été évoquée tout à l'heure, qui est le GUCH, c'est-à-dire une spécialité de cardiologue adulte s'occupant des congénitaux. Alors, c'est la plupart du temps de la même série que les cardiopédiatres, mais c'est tout de même une spécialité très particulière et elle doit être... les patients doivent être suivis par des gens qui connaissent les congénitaux, mais aussi par des rythmologues qui seront des rythmologues souvent interventionnels, et puis des coronarographistes, parce que nos patients ils vont avoir leur facteur de risque. Donc vous voyez, c'est intéressant d'avoir vu toutes ces évolutions. Les morts subites restent tout de même un problème, même sur des cardiopathies qui sont bien opérées. Il y a le problème des coronaires, mais il y a des problèmes rythmiques sur les cicatrices ventriculaires, etc. Et là, il y a des discussions de plus en plus fréquentes avec les rythmologues d'implantation de défibrillateurs, etc. Et puis, la greffe cardiaque, in fine, mais la greffe cardiaque, vous le savez, elle a ses problématiques et ce n'est pas une guérison complète. Je vais vous parler de l'échocardiographie anténatale, puisque Jean m'avait demandé de vous parler de ça. Ça a très bien été perçu tout à l'heure. Il y a trois niveaux d'imagerie des cardiopathies congénitales en anténatale. Le premier niveau, c'est celui sur lequel on a travaillé beaucoup, c'est la formation des obstétriciens, la formation des gynécos, la formation des radiologues qui font les échographies de suivi de grossesse et la qualité, la sensibilisation à la détection des cardiopathies qui sont tout de même les malformations les plus fréquentes des fœtus, les cardiopathies congénitales, sensibiliser ces premiers imageurs à l'anomalie du cœur, pour ensuite référer, alors soit un centre de diagnostic anténatal multidisciplinaire qui sera le plus souvent hospitalo-universitaire, soit directement si l'obstétricien ou le radiologue ou quelquefois les sages-femmes, et je pense que là c'est un problème aussi de politique de la santé, de transférer la qualité de diagnostic aux sages-femmes. Dans l'Est, autour de Strasbourg, les sages-femmes savent faire le diagnostic d'une transposition des gros vaisseaux à 18 semaines. Donc c'est toute une organisation. Il y a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 qui est le cardiologue congénitaliste. Où là, il nous reste à confirmer le diagnostic et à donner une orientation thérapeutique et d'essayer d'approcher le pronostic vis-à-vis des parents. Je reviendrai là-dessus. L'interaction avec les syndromes ou les anomalies génétiques, avec des cardiopathies qui sont le plus souvent, qui attirent vers la malformation chromosomique. On a parlé tout à l'heure du canal atrioventriculaire et de la trisomie 21, bien évidemment, mais il y a d'autres malformations génétiques qui vont appeler vers les malformations cardiaques et vice-versa. Alors, l'abord de l'imagerie, maintenant, c'est dès 16 semaines. À 16 semaines, on peut faire le diagnostic des malformations cardiaques, comme la transposition de gros vaisseaux, comme la tétralogie de Fallot, pas toujours. Les bonnes formes de tétralogie de Fallot, c'est pas aussi facile que ça à 16 semaines. Mais enfin, alors, pour faire quoi ? Alors, c'est toujours le plus souvent autour de 20 semaines, parce que c'est l'échographie, c'est l'heure de l'échographie morphologique qui va être faite en amont, et donc globalement, ils nous sont référés entre 18 et 22 semaines. On va donc confirmer le diagnostic, donner l'orientation. Et puis, pour faire quoi ? Bien, soit l'interruption thérapeutique, j'aime pas trop ce terme d'interruption thérapeutique de grossesse, mais c'est tout de même ça, ou orienter vers une prise en charge néonatale, qu'elle soit active ou quelquefois palliative.
Le palliatif néonatal existe pour des cardiopathies congénitales complexes. Jusqu'où faut-il aller? Alors certainement pas au diagnostic anténatal de petites communications interventriculaires ou de communication interauriculaire. On dit, je ne vois pas la valve de Vieux-Sens, donc il va y avoir une communication interauriculaire. La bicuspidie, tout ça. Pour angoisser la maman, pour angoisser les parents, il faut savoir dire que il n'y a rien. Il faut savoir dire qu'il n'y a rien de temps en temps, et plutôt que de parler de cardiopathie mineure. Alors là, ça va peut-être... Oui, ça marche, parfait. Donc vous voyez ici un canal atrioventriculaire qui est diagnostiqué. Alors on voit très bien les deux valves auriculo-ventriculaires avec une communication interventriculaire, la communication interauriculaire, donc je ne sais plus si c'était un trisomique 21. Ici, sur image arrêtée, vous avez l'hypoplasie de la crosse aortique avec la coarctation qui était très bien vue par le Doppler couleur. Ici, alors ça c'est une cardiopathie qu'il ne faudrait pas louper, c'est le retour veineux pulmonaire anormal où il n'y a aucun flux des veines pulmonaires qui arrive dans l'oreillette gauche et tout s'en va vers le foie, et c'est la cardiopathie pour l'instant qui est une urgence néonatale et que l'on ne peut pas traiter par cathétérisme interventionnel, encore qu'il y a peut-être des idées à développer. Voilà donc les images. La transposition des gros vaisseaux, bon, voilà une à 16 semaines où on voit les deux vaisseaux parallèles à droite, là, sur une image qui est un peu has-been, hein, il faudrait que je la refasse, celle-là. Hein, on voit les deux vaisseaux parallèles. Voilà. Alors, les réflexions éthiques. Eh bien, en France... en anténatal... En anténatal, les discussions vis-à-vis des parents doivent prendre en... Enfin, il y a une discussion technique de donner le diagnostic ou l'approche diagnostique la plus complète, l'orientation thérapeutique et les données pronostiques que l'on peut envisager, avec ou sans complications. Donc vous voyez déjà, quand vous faites le diagnostic d'une transposition des gros vaisseaux à septum intact, bon, c'est vrai que les résultats sont bons, mais il y a tout de même une CEC néonatale. Si vous leur donnez toutes les complications de la CEC néonatale, voilà. Donc il faut prendre en compte le côté technique, le contexte sociétal, qu'est-ce que les parents vont comprendre, qu'est-ce qu'ils ne vont pas comprendre, le contexte religieux, ça c'est pas toujours dit par la famille. Donc il faut vraiment du temps pour appréhender tout ça. Savoir parler d'espérance et qualité de vie. Et puis on sait que dans nos évaluations pronostiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des limites. Les pathologies extracardiaques, ça c'est dans les grands syndromes dysgénétiques où là finalement on ne parlera pas uniquement du cœur, mais on parlera en multidisciplinaire avec les pédiatres, avec les généticiens, etc. Et puis, je ne vais pas en reparler, mais le développement psychomoteur qui pose beaucoup de problèmes. Alors, sachant qu'en France, l'interruption thérapeutique de grossesse est légale, quel que soit le terme. La décision est pluridisciplinaire, obstétricien, généticien, pédiatre et cardiopédiatre. Il y a un consensus qui se dégage à peu près, même si rien n'est écrit de façon très claire, vis-à-vis des cardiopathies réparables avec bon pronostic, en dehors d'une association à un syndrome dysgénétique. Pour les cardiopathies complexes, le plus souvent ductodépendantes, l'information des parents doit être optimale et la décision finale leur revient. Soit on fait tout, soit on interrompt, soit on accompagne en néonatal sans intervention. C'est les trois options que j'ai déclinées tout à l'heure. Et puis je termine. Je pensais qu'il y aurait une réflexion sur cardiologie pédiatrique et humanitaire, et comme je m'investis un peu plus maintenant que je suis un peu moins hospitalo-universitaire sur la cardiopédiatrie humanitaire, eh bien il y a une chose essentielle, c'est qu'il faut former les locaux.
Il faut former les locaux. Je suis allé récemment au sud de Marrakech, où ils ont vu débarquer, je ne veux pas être médisant, mais ils ont vu débarquer une équipe saoudienne qui pendant une semaine leur a réparé je ne sais combien d'enfants, mais eux n'ont jamais pris la blouse et les gants. Je pense qu'il faut former ces cardiologues locaux, ces chirurgiens. Il faut savoir limiter les actions aux cardiopathies simples et ou correctibles en un seul temps. Ça, c'est pour ceux que l'on fait venir, nous, de l'Afrique subsaharienne, où on a eu des jeunes cardiologues que l'on a formés à Clermont à la cardiologie pédiatrique, qui sont maintenant à Ouaga, au Congo, au Mali, au Sénégal, et qui nous réfèrent des enfants. On leur dit, référez-nous ce qui est raisonnable, qui va être correctible en un temps avec peu ou pas de surveillance post-opératoire. Et l'archétype, c'est la tétralogie de Fallot. Donc on a actuellement de l'Afrique subsaharienne que l'on fait venir à Clermont et qui est opérée par Roland à Lyon. En majorité, Roland, tu ne me détrompes pas, c'est pratiquement 75 à 80% de tétralogie de Fallot. Les cardiopathies ductodépendantes dans ces pays seront le plus souvent létales. Ça, il faut en avoir conscience. On va progresser, il faut progresser avec eux, mais pour l'instant, elles sont létales. La formation de chirurgiens locaux aux gestes palliatifs, et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile parce que les gestes palliatifs, j'en ai. En France, il n'y a plus que les vieux chirurgiens qui savent faire les bonnes palliatives, n'est-ce pas? Et former à un blaloc les chirurgiens à Ouaga, je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça. Et puis il y a le problème des prothèses valvulaires, biologiques versus mécaniques, sachant que quand on s'adresse à des enfants, les biologiques, elles se dégradent en moins de 5 ans, mais que les mécaniques nécessite un traitement anticoagulant. Donc il faut une organisation vis-à-vis des prothèses mécaniques. Pour nous, maintenant, c'est assez bien rodé parce qu'on a des dispensaires dans les pays avec lesquels on travaille et les enfants repartent avec un coagu-check et donc ils ont leur surveillance auto-INR contrôlée par le dispensaire dans lequel ils vont tous les 15 jours. Voilà, j'ai été bavard comme d'habitude, mais je vous remercie de votre attention. Bon, merci pour cette très belle présentation qui touche du doigt les vrais problèmes. Des questions? Un commentaire? Un petit commentaire, je ne peux pas m'empêcher. Là, on est assis dans un pays où tout est possible. Après-demain, je serai en Birmanie et confronté à ce problème. Et très honnêtement, je ne sais plus ce qu'il faut leur dire. Parce que tout à l'heure, vous avez dit les Chinois mettent sur le marché des cathéters pas chers, des prothèses pas chères. Bon, ils font un effort, l'époux a plein de produits, mais il n'y a pas que ça. Il faut une salle de cathétérisme, il y a toute une infrastructure. Et je dois dire qu'avec mon esprit très simple, je me dis que leur apprendre à faire des palliatives, c'est finalement une bonne solution. Alors, dans ces pays-là, il faut répondre à des questions d'une gravité différente. Je crois que la première chose, c'est qu'il faut être d'accord sur le fait qu'on exclut tout ce qui est complexe. Alors ça, c'est pas facile à faire admettre par le ministre de la Santé locale, en lui disant, ben non, vos cardiopathies congénitales complexes, on va pas s'en occuper et on va conseiller aux parents de faire un autre enfant. Il a du mal à accepter ce genre de discours. Bon, finalement, on y arrive. Donc on reste avec un très fort contingent de cardiopathies congénitales simples. En clair, ce sont des phallos. Bon. Est-ce qu'il faut les faire vieillir jusqu'à l'heure de la réparation complète, avec toutes les difficultés d'élever un gosse dans des conditions difficiles? Les conditions locales sont toujours difficiles. Et avoir une petite chance de lui faire une réparation définitive? Ou est-ce que, tout simplement, on lui fait un bon blaloc? C'est difficile. Oui. Je plaiderais plutôt, moi, je vais prononcer des choses difficiles à entendre, mais pour une certaine sélection naturelle des formes de tétralogie de Fallot,
Et il se trouve que ceux que l'on reçoit ont tous au-dessus de 18 mois, 2 ans. Oui, mais les autres. Eh ben oui, oui. Mais je pense quand même que ceux qui ont eu la sélection naturelle ont une bonne forme de tétralogie de Fallot. Ils vont donc avoir un excellent résultat. Alors les autres, effectivement, c'est donc l'hypoxique majeure inférieure à 18 mois. Oui, Blalock, oui. Pourquoi pas. André, tu as d'autres propositions? Trop has-been, là, j'ai pas de proposition. Non, je crois que c'est un problème très difficile, effectivement. Mais surtout quand on voit les problèmes économiques de base qu'ils ont. Leur problème, c'est de trouver à manger, souvent. Une sorte de cathétérisme, c'est 700 000 euros. Hein. Entre 500 et 700. Et Donc, c'est très très difficile de faire admettre au pouvoir politique local cette attitude-là. Ouais. C'est très très difficile. Et tout de suite, on va vous traiter de raciste, on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Et c'est d'autant plus difficile qu'il y a actuellement des chirurgiens, et essentiellement ils viennent de Chine, congénitalistes, et qui proposent de faire la grande chirurgie des congénitaux. Alors on va vous aider à faire les choses comme on fait chez nous. Voilà le discours. Et en fait, si on est pragmatique, un petit gosse qui squatte, il faut lui faire un Blalock, point final. Non? Ça vous choque? Ou lui stenter sa voie pulmonaire. Oui, mais pour stenter la voie pulmonaire, il faut une salle de cathé. Il faut une salle de cathé. Dans ces pays-là, il faut bien savoir que la chirurgie est indissociable du développement socio-économique du pays. On est d'accord. Indissociable. Ah oui. Il y a une exception dans les pays, enfin une exception. Il y a une particularité qui est le Maroc. Où le Maroc, il y a les hommes. C'est pas un pays sous-développé. Non, mais d'accord, mais quand même, en une semaine, j'ai vu 126 gamins avec 35 indications chirurgicales et 33 cathétérismes interventionnels qui n'auront pas. Ils n'ont pas accès aux soins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation sociale de la santé. Et quand on y va, on a l'impression d'en sauver une dizaine parce qu'on va y aller, on va ramasser quelques sous, on va y aller avec nos prothèses parce qu'ils ont la salle de cathétérisme. On va y aller avec quelques prothèses qu'on aura récoltées avec des dîners de bienfaisance, etc. On va en sauver une trentaine comme ça dans l'année. Un so what? Quelques remarques d'accoucheurs, si vous permettez. La première, c'est que nous, on n'aime plus trop parler d'interruption thérapeutique de grossesse, parce qu'on a remarqué, parce qu'on est quand même très futé, que l'avortement n'améliorait pas vraiment la santé des fœtus. Donc on garde ce terme pour les interruptions médicales, la santé de la mère. Les interruptions IMG, comme on dit, s'indiquent pour des maladies d'une particulière gravité et qui sont inaccessibles à un traitement au moment du diagnostic. Ça veut dire que ça exclut la quasi-totalité des cardiopathies congénitales, effectivement, sauf les IMG. Et bien sûr, quand il y a une participation syndromique et une anomalie génétique, une trisomie ou une délétion 22Q, comme on a vu, ou dans les cardiopathies conotronculaires. Mais autrement, donc on n'a pas. Alors le diagnostic en pratique obstétricale se fait en dépistage échographique tout venant. Oui. Les sages-femmes ont effectivement, si elles sont diplômées, le droit de faire des diagnostics des échographies morphologiques. Le comité technique d'échographie impose cependant d'avoir des critères pour les morphologies de 22 semaines, avec notamment une coupe de 4 cavités et d'origine du gros vaisseau, et ça doit figurer dans les dossiers avec des photos. Et donc ça permet rétrospectivement de voir s'il y a eu déjà un diagnostic. Et le dernier point, c'est que je me donne quand même qu'on ne parle pas de la réparation in utero de certaines cardiopathies. On en parlait ici même, des Rashkin, fétaux, etc. Ça n'existe plus. Oui, il y a eu il y a toujours des équipes qui travaillent sur ce sujet-là, mais il y a eu beaucoup de désespérance.
Sur les voies pulmonaires, il y a eu des gestes de fait. C'est surtout sur les voies aortiques et les hypoplasies du ventricule gauche que les gens de Boston ont travaillé en faisant effectivement, en pensant que le foramen ovale restrictif pouvait être corrigé et faire un Rashkin in utero. Mais ça, moi j'en ai entendu parler il y a déjà 25 ans. C'était un Italien dont je ne me rappelle plus le nom, qui proposait ces gestes-là. Les gens de Boston, de Toronto, travaillent toujours sur le sujet, mais avec, alors à moins que les derniers papiers soient mieux peut-être, mais sur les valves aortiques notamment, ça sortait pas bien jusqu'à 34 ou 36 semaines, c'est-à-dire presque des nouveaux-nés, quoi. Ça n'a plus beaucoup de sens. Un registre international là, sur l'interventionnel fétal, rare centre, mais c'est effectivement, il n'y a pas beaucoup de cas qui sont répertoriés. La difficulté, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est quand est-ce qu'ils sont référés, et probablement qu'ils sont référés trop tard, ou quand déjà il y a la fibroélastose qui s'est installée dans le ventricule. Donc c'est toute la question. Voilà. Il y a toute une zone grise où il faudrait peut-être adresser les fœtus à ce moment-là pour qu'il puisse y avoir une réversibilité des lésions, ou en tout cas une non-aggravation des lésions. Et c'est toujours difficile parce que, comme Jean-René le disait, il y a toujours ce mythe sur le fœtus que ça peut se corriger, que l'aorte elle peut grossir sur la fin, que finalement la cardiopathie elle peut être moins sévère, il y a toujours il y a une énorme inconnue, ce qui fait que les patients arrivent souvent, quand ils sont référés, ils sont vraiment dans un état hémodynamique très difficile. Et c'est pas sur cela qu'on a les meilleurs résultats. Sinon, les quelques fœtus qui sont référés un peu plus tôt pour d'autres raisons, il y a des résultats qui sont encourageants. Donc c'est sûr que c'est une activité qui va se développer. Aujourd'hui, l'activité cardiologique interventionnelle fétale, elle est trans-abdominale de la maman. L'équipe de Boston avait au début enlevé effectivement le fœtus pour de la chirurgie. Il y avait une comorbidité et finalement il y avait souvent 200% de morbidité. Donc ça, là aujourd'hui ça évolue beaucoup. Il y a des programmes qui se développent un peu partout, dans quelques endroits en France qui fonctionnent. D'autres questions? Merci beaucoup pour cette très belle présentation.